Il bug mon logiciel, j'y crois pas. Alors, ah, c'est bon, on y est. Parfait. Bonjour à tous. Petite frayeur, mais bon, voilà, c'est les aléas du live, du direct. Donc, bonjour à tous. Merci d'être là aujourd'hui pour ce nouveau live sur la formation à grande échelle. Je m'appelle, pour ceux qui n'ont pas encore vu les lives que je peux réaliser, donc je m'appelle Barthélémy, je travaille chez Chance. Et pour ceux qui ne connaîtraient pas Chance, donc on réinvente le bilan de compétences pour permettre aux entreprises de s'assurer que leurs collaborateurs soient alignés sur leurs évolutions professionnelles et le sens de nos travail. Voilà, pour adresser des sujets donc d'égalité hommes-femmes, de maintien dans l'emploi des seniors, de mobilité interne. Donc aujourd'hui, le parcours Chance a été réalisé par plus de 15 000 personnes. On est en plein dans le cœur de cette thématique-là, sur cette formation à grande échelle. Pour les personnes, en tout cas, qui seraient présentes, n'hésitez pas à nous faire un petit coucou. Pierre-Alix, Anne-Sophie, en haut à droite, vous avez dans l'onglet commentaires, vous pouvez voir les personnes qui vont mettre des mots. Donc, n'hésitez pas à nous passer un petit coucou pour dire que vous êtes bien présents. Je vais laisser du coup mes intervenants se présenter. À commencer par toi, Anne-Sophie, si ça te va. Merci Barthélémy. Bonjour tout le monde. Donc, je m'appelle Anne-Sophie Chambon. Je suis VP People au sein du Wagon. Le Wagon est une école de code et existe depuis bientôt 10 ans. Et nous, notre objectif, c'est de permettre aux personnes tout simplement de lever le tabou de l'apprentissage du code et de la technique par des formations qui sont expérientielles et présentielles initialement. Et on les a transposées en online avec la montée des besoins suite au Covid et ainsi de suite. Moi, j'ai rejoint le Wagon en mai, mais il se trouve que j'avais moi-même fait l'expérience de cette formation immersive, parce que j'ai appris à coder au Wagon. Donc, c'était avec plaisir et ça semblait tout à fait pertinent que je réponde à l'invitation de Barthélémy. Et j'ai la chance d'en parler avec toi, Pierre-Alix. Je vais te passer la main pour la présentation, du coup. Ça marche. Merci beaucoup. Donc, effectivement, Pierre-Alix Loret, je suis le cofondateur de Dutton. Alors, Dutton, au départ, c'était un atelier pédagogique qui a un objectif, c'est de permettre aux participants de comprendre les enjeux et les ordres de grandeur de la transition climatique et de savoir comment eux, ils peuvent y jouer un rôle, comment eux, ils peuvent prendre action en tant qu'individu, en tant que professionnel. Et cet atelier, il a donné lieu à la création d'une organisation, d'un projet autour d'une entreprise et d'une association, projet que j'ai eu l'honneur de cofonder et qui déploie massivement cet atelier pédagogique sur un format innovant, c'est-à-dire en permettant à tout le monde de devenir animateur à son tour et donc de s'emparer de l'outil pour le faire vivre autour de soi, ce qui a permis en un peu moins de 3 ans à l'outil de connaître un développement exponentiel avec aujourd'hui plus de 40 000 participants, 3 000 animateurs dans le monde et beaucoup en France, mais dans 60 pays environ. Et puis dernièrement, la formation qui s'est étendue, y compris aux ministres et au directeur d'administration centrale depuis la fin de l'année dernière. Donc des perspectives assez cool. Et moi aussi, je dois avouer que je suis super enthousiaste d'être ici. Je te remercie, Barthélémy, pour l'invitation et de mettre un peu en commun nos expériences différentes avec Anne-Sophie. Donc voilà, merci à tous d'être là. Bien, merci. T'as pas réussi à faire venir un membre du gouvernement, justement, qui va nous regarder pour pouvoir, pas encore. Je n'ai pas encore ce pouvoir-là. Ça ne saurait tarder. Ouais, ça ne saurait tarder, ouais, c'est clair. Super, on va entamer du coup bonjour à tous. En tout cas, je ne fais pas apparaître tous les messages, mais merci en tout cas de nous indiquer votre présence. Ça motive et ça va nous pousser à donner le meilleur de nous-mêmes. À n'importe quel moment, si vous avez une question, si vous avez quelque chose qui est dit, qui n'est pas clair, si vous avez une expérience à partager, n'importe quoi, n'hésitez pas à le mettre dans le chat. Moi, je vais faire la présélection au fur et à mesure et je ferai apparaître les questions. J'attends pas la fin pour les faire apparaître. Donc vraiment, n'hésitez pas dès que vous en avez. Et Anne-Sophie et Pierre-Alix sont très chauds pour y répondre en tout cas. Donc, si on commence sur le comment former à grande échelle, on va avoir beaucoup de choses à se dire là sur les 40 prochaines minutes. Moi, je voulais juste commencer sur une petite intro du sujet de la quête de sens
et le besoin de formation que ça implique. Donc, j'ai regardé une étude de l'APEC qui indiquait en 2021 que 94% des cadres jugeaient important d'exercer un métier qui a du sens. Donc, effectivement, si ce n'est pas le cas, du coup, ça nécessite en tout cas une formation ou en tout cas un ajustement pour pouvoir le faire. Donc, on en vient à ce que ça implique la formation, la raison d'être de la formation. Et du coup, Anne-Sophie, première question que je vais avoir pour toi, c'est du coup, pourquoi est-ce que c'est important de se former? J'ai envie de te répondre en deux temps. La première, c'est que, en fait, on a toujours eu la formation qui était l'un des piliers d'une politique RH. Donc, tu as souvent dans les équipes RH, surtout des grands groupes, un responsable formation qui est en charge de faire un plan de formation pour mettre en adéquation les compétences avec les enjeux de l'entreprise. Mais là, on a vu, il y a deux choses qui m'ont marqué, moi, dernièrement. La première, qui est qu'on parle de formation comme étant une espèce de protection contre tout ce qui peut faire peur, comme l'obsolescence. On parle beaucoup d'obsolescence des connaissances, on parle de robotique. Là, depuis ChatGPT, tout le monde ne parle que de l'automatisation, de tout ce qu'on peut rédiger sur Internet. Et donc, souvent, en fait, on revient à la formation en mode, il faut vraiment que je me protège parce qu'il faut que j'acquière il faut vraiment que j'arrive à me protéger de quelque chose, d'un job qui pourra peut-être demain être supprimé. Et c'est une vision que moi, je trouve finalement pas forcément très motivante, parce qu'en fait, on vient à la formation un peu contraint et forcé, parce qu'on s'est fait harceler pour utiliser son CPF. Et c'est pas du tout l'enjeu de l'apprentissage ou de l'évolution tel qu'on doit le faire et tel qu'on doit le voir, en fait. Donc, ma pratique en RH, ce qu'on essaye plutôt de faire, c'est de replacer les choses dans un contexte plus global. Aujourd'hui, je lisais un article qui date un petit peu de la BBC qui disait qu'en un jour, une personne qui est dans une ville occidentale consomme autant d'informations qu'une personne dans tout le courant de sa vie au XVe siècle. Ce qui veut dire que le besoin de se former, il est impératif parce qu'on a beaucoup plus d'informations à gérer. Et donc, on a besoin d'une compétence différente qu'on n'a pas apprise à l'école parce que les programmes sont restés un petit peu sur un mode un petit peu ancien et parce qu'on doit travailler ensemble d'une manière différente. Donc, en fait, c'est un impératif, mais plutôt pour être plus en phase avec notre monde actuel, être plus performant, se sentir plus posé dans son travail. Et puis, tout simplement, c'est quelque chose qui vous donne des étoiles dans les yeux d'apprendre des nouvelles choses. Enfin, si je prends un parallèle, quand vous regardez un enfant, toutes les choses qu'il apprend au cas par cas, au jour le jour, tout de suite, ça va lui donner de la motivation, ça va lui donner de l'engagement pour continuer à apprendre. Et c'est exactement ce qu'on essaie de faire, du coup, quand on forme des gens, en fait. C'est de leur redonner des étoiles et de leur redonner de l'engagement par rapport à un job, par rapport à des perspectives de carrière et par rapport à des nouveaux jobs qu'ils pourraient avoir demain, en fait. Trop bien, ouais, carrément. Pierre-Alex, il y a un truc que tu veux compléter, tu as quelque chose là-dessus? Oui, non, enfin, complètement d'accord. Et je trouve que effectivement, je trouve que c'est un bon contrepoint de ne pas le voir comme un truc défensif. Soit c'est ça, soit je serais à la marge ou effectivement obsolescent ou pas en accord avec mon époque ou autre, mais de le voir peut-être comme quelque chose qui est bien en tant que tel. C'est-à-dire, au-delà même du sujet, de la compétence, de autre, de dire, mais en fait, le fait que les gens apprennent, déjà, c'est souhaitable, c'est positif, parce que ça a un impact sur comment je traite l'information, est-ce que je deviens capable d'apprendre, capable d'être curieux, capable de comprendre que je ne sais pas tout, par exemple. Et cette humilité-là, elle est très saine, je pense, notamment en entreprise. Et ça, c'est clé. Et je trouve que la formation devient une attente très, très forte. En tout cas, moi, je le vois avec mes interlocuteurs en entreprise, c'est une attente qui est très, très forte de la part des salariés. Ou des fois, il y a des entretiens de recrutement où on dit, mais vous, est-ce que vous allez me former et j'ai des attentes là-dessus, parce que si vous ne me formez pas, eh bien, je m'en irai, puisque je vais aller chez quelqu'un qui va peut-être plus me former sur des thématiques plus transverses, avec plus de prise de hauteur, et qui va me permettre de conscientiser des enjeux que je n'avais même pas demandé au départ. Donc, j'anticipe peut-être sur une prochaine question, mais ce n'est pas juste de dire « je suis conscient qu'il manque des compétences ou des informations », c'est « je suis conscient que, justement, je ne sais même pas de quoi je manque ». Et j'ai envie d'aller creuser pour ça.
J'ai envie de comprendre ce que c'est que le code, parce qu'après, je vais peut-être me dire que même si je ne savais pas que je manquais de compétences là-dedans, eh ben, le fait de le savoir maintenant induit beaucoup de choses là-dessus. Et pour moi, j'ai vu des exemples en entreprise. Récemment, on a fait une formation de 800 personnes d'un coup dans les sièges de Danone France. Et c'est juste une formation d'une demi-journée, hein, au bottom line, au final. 2 tonnes, c'est ça. Et ben, c'est devenu quelque chose où il y a eu des témoignages mais qui étaient poignants, où à la fin, les gens ont dit c'était mon temps fort de l'année. Où je suis fier, ça m'a redonné de la fierté de travailler chez Danone que de voir qu'on organisait une formation aussi ambitieuse pour tout le monde. Et il y a un vrai paradoxe, je peux dire, mais c'est juste une formation, on ne vous a pas donné d'augmentation salariale, on vous a pas. Mais rien que ça, le fait de vouloir que les gens apprennent, ça répond beaucoup à des attentes, je pense. C'est très pertinent. Ok, bon. Première question, merci beaucoup hein, pour ce retour. Je regarde, je ne sais pas si vous aurez un avis là-dessus, mais bon, je prends la question quand même voilà, au cas où. Donc Sylvie qui dit, que pensez-vous du reste à charge qui va bientôt entrer en application? Donc, on parle du CPF et donc de ce que j'en ai compris, effectivement, ça ne va plus être entièrement gratuit pour l'utilisateur final, en tout cas l'utilisation des formations compte CPF. Je ne sais pas, au wagon, vous en avez parlé? Qu'est-ce que... On n'a pas abordé le sujet en direct récemment. Enfin, il faut qu'on reboucle sur la question. Je pense que l'idée du législateur, c'est véritablement de faire de l'action de formation quelque chose de conscient. Enfin, tu parlais, Pierre-Alix, de faire quelque chose, d'être vraiment l'acteur de sa formation. Au wagon, on a historiquement des gens qui ont payé la formation de leurs propres deniers sans faire appel au CPF. Donc, en fait, je pense que ça va. Je pense qu'il faut voir les choses d'une autre manière, c'est-à-dire vraiment définir, et ça va peut-être être une question qu'on voulait aborder d'ailleurs, Barthélémy, définir ce dont j'ai vraiment besoin. Il y a 2 choses, tu le disais très bien, Pierre-Alix, c'est prendre conscience que il y a des choses que je ne sais pas. Ça, c'est vraiment un changement d'état d'esprit, de mentalité, sur lequel 2 tonnes peut accompagner, votre RH ou des personnes qui vont vous accompagner peuvent vous faire prendre conscience du gap, en fait, pour mieux positionner son intérêt et sa volonté sur une formation ou une autre, quitte à y mettre un petit peu d'argent, effectivement, mais sachant que le reste à charge, je pense que, enfin, je n'ai pas encore étudié la loi dans le détail, mais ça m'étonnerait que ce soit vraiment démesuré pour le coup. Et du coup, effectivement, bon, pour basculer sur cette question donc, que j'avais préparée, donc comment identifier les besoins en formation des individus, parce qu'effectivement, une fois qu'on a vraiment identifié ce dont ont besoin les individus, enfin les personnes qui veulent se former, effectivement, bon, le reste à charge devient moins voilà, un sujet problématique, puisque s'il en a besoin, s'il en a envie, voilà, c'est ce qu'il sera capable de prendre en main. Donc, Anne-Sophie, toi, notamment en entreprise, en tant que RH, comment tu peux identifier justement ces besoins en formation chez les individus? Il y a 2 biais, enfin, il y a 2 biais principaux généralement en entreprise pour identifier les besoins de formation. Il y a un biais qui est assez naturel, qui vient du manager. Donc, c'est-à-dire que c'est dans le cadre des discussions qu'on peut avoir avec un manager ou à l'occasion de points biannuels, annuels, sur quels ont été tes objectifs, qu'est-ce qui a coincé un petit peu, qu'est-ce qui te permettrait d'être plus à l'aise et quels sont les objectifs demain qui vont faire que ton job va changer, sur lesquels il faudrait que tu te formes. Donc ça, c'est une approche assez classique. Mais cette approche, elle est vraiment très puissante parce que le manager qui connaît véritablement les besoins pour répondre à des thématiques liées au poste va être aussi capable d'identifier, il connaît bien les personnes, le type de personne qui va venir sur le poste, et on arrive sur des choses qui sont plus puissantes, où on anticipe un petit peu ces besoins de formation. Tu parlais, Pierre-Alix, des personnes qui posent la question d'entretien, mais quelles vont être les perspectives de formation dans ce job? C'est effectivement quelque chose qu'on entend de plus en plus, et on parle beaucoup de la notion, enfin moi je crois beaucoup à la notion d'expérience salariée. Et l'expérience salariée, elle commence à partir du moment où on lui explique, bon, voilà, tu arrives avec à tel moment, mais nous, on va te faire un parcours, et c'est un parcours de formation en soi, pour te former à l'entreprise, acquérir des compétences pour répondre à ton poste à l'instant T. Donc ça, c'est toute la période d'onboarding, de prise en main du poste. Mais au-delà de ça,
au bout d'un an, qu'est-ce que tu vas pouvoir faire? Quelles seront les compétences que tu auras pu acquérir? Parce que ce qui est important dans les besoins de formation, c'est d'identifier ce que tu acquiers aussi à chaque échéance, en fait. Donc, quel est l'objectif qu'on veut atteindre? Quelles sont les compétences qu'on va avoir apprises? Et quels sont les moyens, justement, pour au mieux développer ces compétences? Ça, c'est un premier point. Et il y a un deuxième aspect qui est aussi plus réflexif, où là, tout à chacun peut identifier, en fait, se poser des questions sur qu'est-ce que je fais dans mon job, avec soit seul, soit accompagné. Donc, Chance permet des bilans de compétences. C'est exactement le lieu où on peut définir des points sur lesquels on aimerait grandir ou qui nous manquent. Ça peut être avec un RH, ça peut être aussi avec des formations. Je sais que j'avais beaucoup entendu parler de Fais le bilan chez Switch, qui permet aussi de prendre du recul sur, OK, de manière plus générale, au-delà de la formation, c'est quoi le sens que je veux donner à mon job? Et du coup, si je veux changer d'orientation, quelles sont les formations qui vont en découler derrière? Donc, en fait, il y a un espèce de fil rouge qu'il faut trouver sur quel est le sens que je trouve à mon job, quel est le sens que je veux donner à mon job. Et derrière, c'est beaucoup plus facile d'identifier toutes les briques, donc les compétences dont je vais avoir besoin, et d'identifier les moyens qu'on va pouvoir mettre en œuvre pour les acquérir, en fait. Ah, c'est génial. Pierre-Alex, toi, tu dois avoir une vision un peu différente des choses, étant donné que effectivement, tu vas pas permettre aux individus, en tout cas, de se former pour justement avoir des meilleures compétences, en tout cas appliquées en entreprise. C'est une vraie question qui mériterait peut-être un chapitre, mais en tout cas, nous au début, on pensait qu'on était juste, on va dire, une solution d'acculturation de fait, parce que les gens nous appelaient pour ça. Puis on s'est rendu compte qu'en fait, ça avait des conséquences très, très, très concrètes, en fait. Et qu'il y a des compétences qui sont certes un peu diffuses, mais aujourd'hui, quand tu es professionnel, que tu dois prendre des décisions à tous les niveaux et que tu connais pas le concept d'empreinte carbone et que tu sais pas le manipuler, ça devient un frein de compétence qui est véritable. Donc, bon, il y a un vrai enjeu là-dessus de définir, en fait, et pour moi, ce serait quasiment un conseil dans le côté raison d'être de la formation, c'est d'être, on va dire, très, très, très concret sur qu'est-ce qui manque dans ma boîte, dans mon équipe, dans mon projet, qu'est-ce qui manque, qu'est-ce qui ne colle pas, où est-ce que ça freine actuellement. Et donc, ça revient à la fois au niveau individuel, qu'est-ce qui manque aux gens parfois, mais aussi au niveau collectif. Qu'est-ce qui fait qu'on n'arrive pas à être aussi créatif que j'aimerais, aussi efficace, aussi unique que j'aimerais sur un sujet donné. Et donc, nous, c'est le cas d'usage qu'on a le plus. C'est souvent des managers de tout niveau et de tout département. D'ailleurs, RSE, pas mal parce que c'est lié à la thématique climat-environnement, mais RH, R&D, même production, il y a vraiment de tout, qui nous disent, en fait, moi, j'ai un vrai problème, c'est que cette thématique environnementale, elle est très large, elle est ultra transverse, donc tous les départements doivent la traiter. Et des fois, j'ai des réunions où on doit parler du sujet et où ça bloque parce qu'il y a une ou deux personnes sur les 12 dans la réunion ou sur les 5 qui disent « oui, mais on n'a qu'à mettre des poubelles de recyclage » et qui sont mordicus là-dessus. Et donc là, on est bloqué parce que cette personne-là, elle est peut-être directrice de quelque chose, donc on ne peut pas rentrer en conflit, on ne parle pas le même langage, et quand moi, je veux essayer d'amener des éléments objectifs sur les ordres de grandeur liés au sujet et les enjeux, ça bloque parce qu'on est en opposition frontale un peu d'idée à idée. Et donc, ils disent, j'ai besoin de quelque chose qui nous permette de parler le même langage sur le sujet. Et si on parle le même langage parce qu'on a des bases de connaissances et qu'on a une vision générale de comment on peut se projeter sur ce sujet-là, ça nous permet d'accélérer énormément de choses à tous les niveaux, dans des réunions de direction, des COMEX, des CODIR, et puis bien sûr que les gens ils comprennent une feuille de route, la pertinence d'un plan d'action, etc. Et donc, d'être vraiment un peu très, très concret sur qu'est-ce qui coince, où est-ce qu'on peut débloquer des choses et permettre que ça fluidifie les échanges entre les gens. Ce qui amène la deuxième question, pour compléter et pas répéter ce qu'a dit Anne-Sophie, c'est le besoin en termes de thématiques, de sujets, d'objectifs pédagogiques. Et bien sûr, dans les objectifs pédagogiques, la méthode, la démarche. Si je veux que tout le monde puisse s'exprimer sur un sujet et qu'on puisse être plus fluide dans nos échanges entre nous, peut-être qu'il faut que la formation réponde à ce besoin-là. Et peut-être qu'il faut que ce soit une formation de pédagogie active, en intelligence collective, où on va mettre en pratique le type d'échange qu'on aimerait avoir dans la vraie vie. Et donc, forcément, ça va m'orienter, savoir si je préfère un MOOC, une formation longue, une formation intelligence collective, etc. etc.
Trop bien. Donc, tu devances, évidemment, la question qui allait suivre. Donc, c'est différents formats de formation. Bon, c'est vrai que moi, à titre perso, je me forme pas mal tout seul, mais je me dis, mais franchement, les formations vidéo, j'ai vraiment du mal d'être assidu sur le visionnage de vidéos. J'ai besoin du côté pratique, vraiment du truc, quoi. De vraiment mettre les mains dans le cambouis pour que ça puisse s'imprégner. Je ne sais pas après si c'est quelque chose qui est personnel ou si c'est un ressenti global, mais en gros, si tu pouvais, bah, là, tu as commencé à le faire, Pierre-Alix, mais sur les différents formats, justement, de formation, que vous avez même, quand vous êtes posé la question avec les ateliers d'automne, sur le faire en ligne. Alors, je sais que vous faites en ligne et en présentiel, sur voilà, la manière de former, de fonctionner sur de manière gamifiée, ou en tout cas, enfin, voilà, la réflexion que vous avez eue là-dedans sur ces différents formats que vous auriez pu. Oui, effectivement, bah, bon point. Alors, il y a plein de questionnements, il y a plein de formats. Donc, par exemple, ça peut être le synchrone ou l'asynchrone. Donc, synchrone, ça va être ensemble au même endroit, au même moment, virtuel ou pas. Ouais. L'asynchrone, c'est chacun le fait à son rythme, en ligne ou en présentiel. Quelque chose qui soit descendant ou quelque chose qui soit plutôt interactif. Et puis, quand même, c'est interactif. Ça peut être interactif sous la forme d'une conférence interactive ou d'un cours interactif, ou ça peut être beaucoup plus quelque chose qui est basé sur la pédagogie active, c'est-à-dire qu'il n'y a pas un intervenant qui va faire du didactique pur et transmettre une information dans un sens, mais c'est une dialectique entre des participants qui, parce qu'ils vont et débattre entre eux, vont beaucoup apprendre de ça. Et donc, nous, en fait, c'est le choix qu'on a fait. On a voulu, évidemment, une autre question, c'est la durée de la formation. Et là, bah, il faut bien sûr la cranter par rapport aux objectifs. On peut avoir des formations très longues qui s'étalent beaucoup dans le temps. On peut avoir des formations très courtes ou en one-shot. On peut avoir des tout petits blocs de 5 minutes qu'on égrène. Et puis, on peut avoir aussi des formations plus immersives sur un bloc intense, un stage, un bootcamp, ce qu'on veut, 3, 4, 5 jours où on dit, là, on va se mettre à fond dans le sujet. Donc, il y a énormément de formats, finalement. Et ce qui est bien, c'est que l'offre de formation en France, elle s'étoffe de façon spectaculaire. Donc, ça donne énormément de. Il y a de la viande, quoi. Il y a de quoi s'imprégner et choisir exactement ce qui nous plaît. Nous, effectivement, on a choisi une méthode qui est basée sur l'intelligence collective et sur un format qui est ni trop long ni trop court. C'est-à-dire, l'atelier d'automne, c'est 3 heures. Ça peut être 2h30, mais pas beaucoup moins. Et le but, en fait, c'est que ce soit à la fois inclusif, c'est-à-dire que ce ne soit pas trop long pour que tout le monde puisse le faire, que ce ne soit pas réservé à quelques personnes qui veulent vraiment devenir des experts du sujet, mais au contraire, que ce soit très généraliste et que tout le monde puisse le faire, d'un ministre à des gens qui travaillent sur des chantiers, qui ont des métiers très, très différents. Donc, il n'y a vraiment pas du tout de choses là-dessus. Donc, c'est pour ça qu'on a choisi la durée, mais que ce soit assez long pour que précisément, ce ne soit pas juste du bourrage de crâne, par exemple, mais qu'il y ait la capacité de débattre entre les gens et que la connaissance en tant que telle ne soit pas juste amenée par le contenu de la formation, mais par le groupe qui lui-même va enrichir les connaissances de l'autre et enrichir le débat. Et le fait d'avoir ces 3 heures-là permet un vrai niveau d'échange. Et cette profondeur d'échange, elle est décisive dans la capacité de s'imprégner du contenu et de savoir que j'ai mon mot à dire là-dessus. Nous, un des états finaux qu'on veut à la fin de l'atelier, c'est que les gens, quel que soit leur niveau de départ, du plus expert du sujet climatique, qui a écrit les rapports du GIEC, à la personne qui n'y connaît absolument rien, en ressortent avec un sentiment de se dire, déjà, je ne suis pas idiot. Je ne suis pas idiot en fait sur le sujet. Quand on me donne des informations de base, qu'on me les présente bien, je suis capable de prendre des bonnes décisions. Et c'est comme pour tous les autres sujets. Donc je me sens en légitimité, en souveraineté, en capacité de trancher là-dessus. Et la deuxième chose, forcément, la déduction, c'est que je me sens en capacité de pouvoir agir, de prendre un rôle là-dedans. Et je comprends où est-ce que je peux avoir un rôle et j'ai envie de le prendre à ma façon. Et donc le format de 2 tonnes répond à cet objectif-là, qui est un objectif pas juste de thématique, de connaissances à comprendre, mais vraiment de posture psychologique sur un sujet donné. Trop bien, merci. Et je vois que du coup, vos propos commencent à animer en tout cas les questions qui peuvent se poser. Donc, Léo Bernard vient donc de nous faire part d'une de ces questions. Quelle est selon vous trois, donc je pourrais peut-être répondre aussi du coup, la meilleure manière de recommander la bonne formation, le bon format, sans connaître le style d'apprentissage des apprenants? Voilà. Ah, t'es mute, Anne-Sophie.
Bon, j'allais justement dire qu'il y a quelque chose qu'il faut prendre en considération, qui est qu'on a tous une manière d'apprendre qui est différente, on a tous des contraintes qui sont différentes. Et donc, Léo a tout à fait raison. La première chose, c'est, je pense il faut prendre en considération, bien évidemment, les préférences et les modes d'apprentissage de chacun. Et il faut également, et le mettre en regard aussi, parce qu'il y a quand même un reality check, de ce qu'on veut apprendre. Tu disais, Pierre-Alix, qu'il y avait différents formats. Le format va forcément être fonction, le type de formation et le format vont forcément être fonction de la profondeur de connaissances qu'on veut acquérir. Je vais vous prendre un exemple concret au wagon. Nous, on a deux grands types de formations. On a le format bootcamp, où là, on est vraiment sur une longue durée, parce que l'idée, c'est quand même d'acquérir un socle suffisamment solide de connaissances en data science, ainsi de suite. Et ça nécessite quand même, sauf à être vraiment très ascétique dans sa façon de voir la formation et de s'astreindre à regarder des webinaires et à faire des exercices tous les jours tout seul chez soi, mais ça nécessite de venir pendant X temps, donc en l'occurrence pour nous, c'est 9 semaines, pour faire du code et pour vraiment apprendre des thématiques vraiment extrêmement importantes et profondes. Mais à côté de ça, on peut aussi avoir besoin de se spécialiser sur un volant de connaissances et de compétences. Et là, on peut avoir des formats beaucoup plus courts, beaucoup plus espacés dans le temps, comme on le fait avec là ce qu'on vient de lancer, les Skill Courses, et qui vont vous permettre d'asseoir plus précisément un type de formation, mais pas d'acquérir tout un bloc en fait. Et donc, il y a apprendre à se connaître, et Léo a tout à fait raison, savoir véritablement comment on apprend. Tu disais, Barthélémy, que toi, tu n'aimais pas trop, enfin, que le fait de te mettre devant une vidéo, t'en retirais pas grand-chose. Moi, je crois beaucoup à la notion d'expérience. Pierre-Alix, tu parlais du fait de l'intelligence collective. À partir du moment où on interagit, et c'est cette modalité d'interaction qu'il faut vraiment connaître, ou demander à ses proches des exemples de comment tu m'as trouvé, comment tu penses que j'apprends le mieux, quelles sont dans les discussions les façons dont je me présente avec toi. Mais voilà, il faut vraiment arriver à connecter et à comprendre la manière dont on intègre la connaissance. Quelle est la façon dont on a besoin de faire l'expérience de cette connaissance pour véritablement l'intégrer. Si je peux rajouter un truc avant que tu enchaînes, Pierre-Alix, ce à quoi ça me fait penser, c'est plutôt que que le formateur ait besoin de connaître le style d'apprentissage de ses apprenants, donner les clés aux apprenants de connaître eux-mêmes quel est leur style d'apprentissage en fait. Ouais. Ok, bon, je vais parler à vous. Ouais, Pierre-Alix, tu voulais rajouter un truc? Non, en fait, je partage absolument et je vais essayer de prendre une sorte de dichotomie un peu simple, mais soit, en fait, il y a une question qu'on se pose en tant que pédagogue, je trouve, c'est est-ce qu'on prend les gens là où ils sont ou est-ce qu'on prend les gens là où on voudrait qu'ils soient? Et en général, pour moi, un bon pédagogue, c'est quelqu'un qui trouve un peu qui design la formation pour que ça aille pile poil entre les deux, que ça leur permette d'apprendre et de vraiment gagner dans flexibilité, même cérébrale quasiment, hein, si on revient au neurologique, mais que ce soit quand même pas trop déconnecté de leur réalité. Et en fait, c'est pour ça qu'il y a une question de quoi les gens ont envie, peut-être, puis aussi c'est de quoi ils ont besoin. Et ça, c'est aussi une question de qu'est-ce que moi je veux faire. Et je trouve que la notion d'expérience que tu as amenée à Sophie est super pertinente. Quand on design je sais pas, un séminaire d'entreprise, de fin d'année, de stratégie, de choses comme ça, par exemple, on peut se demander qu'est-ce que les gens attendent, mais aussi quel message je veux leur envoyer. Et quelle culture, quel investissement, j'investis peut-être des dizaines de milliers d'euros là-dessus, qu'est-ce que je veux qu'ils en retiennent et quel message je veux leur envoyer. Et forcément, c'est par rapport à ce que moi, je veux créer comme culture que je vais designer l'expérience finale. Et donc, je pense qu'il y a vraiment un truc à ne pas minimiser dans j'investis sur quelque chose, il faut que cet investissement, je le fasse vers là où je veux qu'ils aillent, ou en tout cas, je veux les aider à aller. Et ça, c'est à mon avis à ne pas minimiser dans le design de base, le cahier des charges qu'on se donne pour une formation. Parfait, merci beaucoup. Si je continue et si on va un peu plus loin du coup sur ça y est, voilà que les socles donc même de la formation, et donc se dire ça y est, la formation fonctionne, donc maintenant j'ai besoin de faire en sorte
ces effets soient décuplés et qu'elle puisse faire des petits. Donc, ça va nécessiter en tout cas, former des formateurs. Comment est-ce qu'on s'y prend? Comment est-ce qu'on s'assure que ces formateurs qu'on va pouvoir trouver, ils soient sensibilisés comme nous au sujet, qui vont garder une qualité en tout cas de formation telle enfin voilà, comment ça se passe pour en gros maintenir et reproduire ce cycle-là? Pierre-Alix, je ne sais pas si tu as des éléments à communiquer Ouais, là-dessus. ouais, avec plaisir. En fait, effectivement, il y a un vrai paradoxe, en tout cas, il y a une vraie tension à laquelle répondre. C'est que d'un côté, on va dire, une voie de facilité pour faire une formation, c'est soit de faire les choses très courtes, voilà, par exemple, c'est facile à déployer, hein, vous n'avez que à passer 5 minutes sur quelque chose, voilà. Ou alors, effectivement, des formats plus descendants sur lesquels tu dis, je peux mettre 10 000 personnes dans la même salle virtuelle ou physique, et ils vont tous passer à la moulinette de la formation d'un coup, et ils vont tous recevoir la même connaissance, par exemple. Mais effectivement, si tu veux créer de l'interactivité, si tu veux qu'il y ait une pédagogie plus active, comme le disait Anne-Sophie, là, tu as des questionnements parce qu'il faut aller. Et donc, tu peux avoir un conflit, on va dire, quantité versus qualité. Surtout quand tu as une entreprise, une organisation de plusieurs dizaines de milliers de personnes. Et donc là, il y a des grosses questions qui se posent. Nous, on a apporté une réponse à ça qui s'est inspirée du modèle de développement de la fresque du climat, pour ceux qui connaissent. C'est en gros de mettre un atelier qui est vraiment basé sur l'intelligence collective, c'est-à-dire qu'il est très gourmand en nombre de formateurs. Parce que chaque atelier de 3 heures se fait avec des groupes de 15 personnes maximum. Et pour chaque groupe, il faut un animateur. Donc forcément, ce n'est pas la même chose que de dire on met tout le monde dans un amphi et on fait 1000 personnes d'un coup avec un seul formateur. Donc la question, c'est comment je fais pour avoir suffisamment de volume de formateurs pour que tout le monde puisse le faire sans que je demande à un formateur de faire comme ça, passer son année à faire des formations. Et donc la réponse qu'on a identifiée, nous, c'est un train the trainer, donc c'est en bon français comme on dit, c'est-à-dire qu'on ne forme pas que les gens sur l'atelier, on les forme à animer l'atelier, donc à s'approprier l'outil pour qu'ils puissent le faire vivre à leur tour. Et ça, c'est vrai au niveau du grand public. Il y a des gens qui se forment et qui disent je vais le faire vivre à ma famille, à mes collègues, à ma famille, à mes amis. Puis il y en a d'autres qui le font au niveau professionnel. Et donc, nous, on a des entreprises qui disent je vais faire un plan de déploiement de l'atelier d'automne à tous mes salariés en formant au départ une centaine, 200, etc., formateurs internes, qui sont des animateurs. On les appelle des animateurs. Et on les appelle des animateurs pas par hasard. C'est parce que formateur, c'est un sachant, c'est un connaissant en général, c'est en tout cas un peu l'idée qu'on a là, alors qu'un animateur, c'est quelqu'un qui connaît les règles de quelque chose et qui s'assure que ça se passe bien. Et donc, on a mis en place un programme de formation à l'animation qu'on propose, qui est court, qui prend que quelques heures, avec des blocs en asynchrone et des blocs en présentiel en petite promo là aussi, où en quelques heures, de l'ordre de, on va dire, 3 à 5 heures, grosso modo, les gens sont en capacité d'animer. Donc, ils peuvent animer et le lendemain, ils peuvent aller voir leurs collègues et puis faire l'atelier et ainsi de suite. Et après, prendre leur propre rythme d'animation. Et ça permet que, premièrement, on peut concilier cet enjeu quantité versus qualité. Et deuxièmement, évidemment, ça permet de donner une puissance à la formation qui est complètement différente. Parce que être formé par ses pairs qui vont employer des termes qui nous parlent à nous, qui vont savoir faire des liens avec l'activité de l'entreprise, et puis dont on sait qu'eux-mêmes, ils sont des nouveaux, et donc on a envie de les aider, on a envie de prendre de la responsabilité dans la formation, c'est super puissant au niveau pédagogique. Et évidemment, ça a un autre bénéfice, c'est que les personnes qui sont formées à l'animation, à la fois c'est un magnifique cadeau pour eux que de leur dire maintenant dans votre travail vous allez avoir un truc différent, et en général les gens, mais c'est ultra valorisant et c'est génial, ça permet d'apprendre beaucoup. Et puis deuxièmement, ça devient des vrais ambassadeurs internes, parce que y a une phrase latine qu'on aime beaucoup, c'est docendo decimus, c'est-à-dire la meilleure façon d'apprendre, c'est d'enseigner. Si tu veux maîtriser un sujet, deviens enseignant sur le sujet. Et les gens qui deviennent animateurs d'automne ou animateurs de la fresque du climat ou d'autres, par la force des choses, ils deviennent des ambassadeurs, ils deviennent des gens qui connaissent, qui sont légitimes, qui savent en parler bien et qui rayonnent beaucoup en fait dans la culture d'une organisation. Trop bien. Merci beaucoup. Anne-Sophie, je sais que vous avez le même format, en tout cas au wagon, de valoriser et de les alumni pour les faire devenir formateurs. En fait, formateurs, du coup, pas animateurs. Oui, alors en fait, il faut savoir que, comme je le disais, comme le wagon existe depuis plus de 10 ans,
presque 10 ans, là, on fait les 10 ans là, cette année. Aujourd'hui, on compte plus de 18 000 personnes, donc 18 000 alumni qui sont passés par le wagon. Et ça a été une évidence dès le départ que pour nous permettre d'assurer une formation de qualité, puisque là, l'enjeu du wagon, en fait, oui, c'est d'apprendre à faire du code, mais c'est surtout aussi d'assurer une expérience qui soit exceptionnelle. Et c'est pour ça qu'on arrive à avoir les taux qu'on a sur SwitchUp et sur tous les course reports. Et le fait de s'appuyer sur les alumni, en fait, et ça a plein de bénéfices. Le premier, qui est que c'est une notion d'image, en fait. Quand moi, je viens faire le bootcamp et que je vois que j'ai quelqu'un qui vient de sortir du bootcamp, qui est capable de m'expliquer les concepts super facilement et de me débloquer sur le truc où je me suis gratté la tête pendant environ 15 minutes, ben, c'est la meilleure preuve que le bootcamp marche, en fait. Je me dis que je ne me suis pas plantée et que demain, je pourrais être comme cette personne. Donc, première chose, c'est très aspirationnel. Deuxième aspect, effectivement, ça nous permet de déployer beaucoup plus à l'échelle et d'entretenir beaucoup plus, enfin, de nous assurer d'un socle commun de culture ou d'approche de l'enseignement qui est on n'a pas besoin de le reclarifier, puisque comme les teaching assistants et les profs, parce qu'en fait, on a un parcours où on commence par être teaching assistant, où on vient débloquer les élèves dans l'après-midi, et ensuite on devient prof parce qu'on a envie, et là, on va faire du shadowing, on va regarder un prof, et ainsi de suite. Donc, on va vraiment accompagner les gens pour nous assurer qu'ils soient pédagogues dans leur façon de faire. Mais, tout simplement, en fait, comme j'ai fait l'expérience du bootcamp, je sais exactement qu'est-ce que j'en ai retiré, de quelle manière j'ai été pris en considération, traité, et j'ai forcément envie de reproduire ça avec les autres. Et troisième aspect, en fait, ça constitue le ciment d'une communauté qui va au-delà, et c'est un peu ce que tu disais, Pierre-Alix, avec les ambassadeurs, mais c'est une communauté qui va au-delà du bootcamp. Parce que cette communauté de 18 000 personnes chez nous, donc effectivement, c'est notre source principale de profs et de profs assistants, mais c'est aussi une communauté qui s'entraide, qui se donne des tips, qui continue à apprendre et à partager des ressources, qui partage des opportunités de job, qui travaillent ensemble. Donc, c'est vraiment un écosystème qu'on crée et qu'on fait grandir à mesure que les personnes y contribuent, soit en formant, soit en se reformant, soit en travaillant ensemble, en fait. Et tu fais le même constat qu'effectivement, être, en tout cas, apprenant, formateur, permet en tout cas à ces personnes-là d'encore plus creuser, encore plus être efficaces dans les notions en fait qu'ils auront apprises pendant le bootcamp. Évidemment, et ce qu'on voit très fréquemment, c'est que les personnes qui sortent du bootcamp, qui font par exemple 1 ou 2 bootcamps en tant que teaching assistants, ça leur permet aussi d'asseoir leur crédibilité et de prendre confiance en eux quand demain ils vont devoir aller chercher un job en tant que dev. Parce que on a des équipes qui accompagnent les alumni une fois qu'ils ont terminé la formation pour ceux qui souhaitent véritablement prendre un poste full-time en tant que développeur. Et pour certains, comme c'est une reconversion totale, il y a beaucoup de syndrome de l'imposteur, mais est-ce que je vais y arriver? Donc, le fait de pouvoir se mettre dans une posture où j'explique, où je forme, forcément, ça permet de prendre beaucoup d'assurance par rapport à ce qu'on sait. C'est pas être hautain et être super sûr de soi, mais c'est au moins valider qu'on maîtrise des connaissances, un socle de connaissances suffisant pour l'expliquer à quelqu'un. Et donc, nous, ce qu'on note, c'est que les personnes, effectivement, qui passent formateur, TIA, ce sont des personnes qui sont beaucoup plus à l'aise ensuite pour montrer ce qu'elles savent faire et qui peuvent retrouver des jobs encore plus facilement à l'issue de la formation. Voilà. Pierre-Alix, tu voulais rajouter quelque chose par rapport à ça? J'aurais beaucoup de choses à dire, mais en gros, complètement aligné. Et un des éléments notamment, c'est le fait que devenir animateur de quelque chose, devenir formateur, c'est des compétences qui sont ultra transverses. Je ne deviens pas juste un expert du métier, c'est que je deviens un pédagogue. Et devenir un pédagogue, c'est quand même quelque chose qui est super précieux pour tout le monde. Nous, on a des gens, c'est les équipes de vente. Ils disent, en fait, moi, j'ai un sujet, c'est que quand on me parle d'enjeux de climat, j'ai pas les bases. Donc, quand mon client,
il me coince là-dessus, bah, je sais déjà, je connais pas les connaissances, mais je sais même pas répondre. J'ai pas cette doxa, cette capacité d'expression sur le sujet, de structuration de l'information. Bah, le fait de devenir formateur, ça te permet de passer dans cette posture-là. Ce qui veut dire que, ne serait-ce que d'animer une réunion, bah, animer une réunion et animer une formation, en tout cas comme Doton, il y a des gros liens. Donc, tu gagnes en compétences très transverses là-dessus. Et puis, même de juste savoir s'exprimer sur un sujet, structurer un propos, répondre à des questions. Quand on est capable, sur un atelier comme Doton, on fait une simulation de transition bas carbone jusqu'à 2050 au niveau de la société française. Et on prend des actions et on voit en temps réel à quel point ça fait baisser ou pas les émissions de gaz à effet de serre. Donc, c'est des sujets qui sont à la fois techniques, on peut le dire, mais qui sont aussi ultra sociétaux. Où on parle d'actions individuelles, des éco-gestes, arrêter de prendre l'avion pour des voyages, etc. Ou alors limiter ma consommation de viande. Et puis, des actions où on va incarner les dirigeants au niveau national. Donc, forcément, ça suppose des gros débats qui peuvent relever des valeurs, qui peuvent relever de choses comme ça. Quand moi, je suis capable de répondre à certains de mes collègues qui n'ont pas du tout la même opinion que moi, ça me permet d'être capable de répondre à beaucoup, beaucoup de choses avec finesse, douceur, clarté. Et ça, c'est très, très, très précieux aussi comme compétence. Compétences qui permettent encore plus de effectivement se valoriser soi-même et de monter en compétence sur ses compétences personnelles. Lisa, du coup, très bonne question que je vais faire apparaître. C'était effectivement dans les questions que j'avais préparées. Une fois l'écosystème d'ambassadeurs en place, comment le maintenir, dynamiser, l'autonomiser, surtout à distance, à l'international. Quelle charge est-ce que ça représente? Voilà. Merci pour le partage d'expérience. Anne-Sophie, je ne sais pas si tu as des éléments là-dessus. Alors, nous, c'est clairement un sujet qu'on va approfondir aussi, nous, cette année, parce que notre communauté de 18 000 personnes, elle s'est construite et elle s'est animée de manière, pour le moment, de manière très organique. On a eu très peu d'interventions dessus et on voit qu'il y a quand même. On voudrait redonner aussi à cette communauté et lui apporter autant qu'elle nous apporte en fait. Donc ça, c'est vraiment un gros sujet pour le wagon en 2023. Mais grosso modo, déjà aujourd'hui, ce que je peux apporter comme réponse à ta question, Lisa, c'est ça demande beaucoup de temps d'animer une communauté, évidemment. Surtout quand on veut lui apporter autant que ce en quoi elle s'investit. Comme pour nous, c'est des gens qui investissent du temps. Alors bien évidemment, ils sont payés quand ils viennent faire des cours, mais il y a des quick wins qui sont assez immédiats, en tout cas pour nous. Je ne sais pas, Alix pourra certainement compléter, mais pour nous, il y a des quick wins parce que c'est des gens qui s'entraident. Donc, en fait, c'est il y a un fonctionnement organique de la communauté où il y a quelqu'un qui va poser une question sur un Slack. Donc là, en l'occurrence, pour nous, aujourd'hui, ça nous coûte un Slack, un abonnement Slack pour la communauté des alumni du wagon, en fait. Donc, effectivement, voilà, pour l'instant, la ressource, elle est financière. Demain, elle sera un peu plus importante avec des personnes qui sont en charge de la communauté. Mais grosso modo, cette communauté, plus elle grandit, plus elle va interagir, enfin, les personnes interagissent entre elles. Et ceux qui en ont besoin vont pouvoir trouver un support. Je trouve une réponse à mes questions parce que je suis bloquée en code et que j'ai regardé sur Stack Overflow pour ceux qui connaissent et j'ai pas trouvé de réponse à mes questions. Je cherche un collègue parce que j'ai une mission que je peux pas faire. Et du coup, en gros, c'est une communauté d'entraide. Et pour le moment, le wagon a vraiment investi dans la communauté de cette manière, en proposant des opportunités de prof, de teaching assistant et en favorisant de manière organique les échanges entre les alumni. Mais évidemment, demain, nous, ce qu'on voudrait, c'est permettre aux gens de refaire l'expérience d'être ensemble après le bootcamp, de leur donner accès à de nouvelles compétences, de leur faire tester de nouveaux cours qu'on essaye de développer pour véritablement consolider cette notion d'ambassadeur qu'ils peuvent avoir par rapport au wagon. Merci beaucoup, Anne-Sophie. Pierre-Alix, est-ce que tu veux rajouter quelque chose? Ça sera le mot de la fin. Après, j'aurai une dernière petite question mais qui m'est venue comme ça, donc je vous poserai après. Oui, je veux bien, avec plaisir. Je vais essayer de compléter sans redire ce qui a été dit. Je pense que les gens, quand ils deviennent ambassadeurs, animateurs, etc.,
bah, il y a une vraie intelligence collective qui peut se mettre en place. Et il y a un enthousiasme aussi. Donc, c'est à ce niveau-là aussi que ça se fait, mais il faut leur donner les moyens que ça se passe. Et sur un atelier comme 2 tonnes, ce qu'on voit, c'est que un des gros trucs qui permet d'entretenir cette communauté-là et de la dynamiser pour qu'ils continuent à avoir envie d'animer, bah, c'est de limiter les freins et de leur donner les moyens. C'est-à-dire, s'il faut à chaque fois que moi, l'animateur, je doive convaincre des gens de vouloir faire l'atelier et que moi, je dois convaincre mon manager de prendre 3 heures pour animer, bah, effectivement, je vais le faire 1 fois, 2 fois, et après, je vais me dire, bah non, j'en ai marre. Donc souvent, nous, le gros frein qu'on voit par rapport à ça, c'est de pouvoir mettre de façon claire et institutionnalisée, j'ai envie de dire, le fait que les participants ont du temps pour ça et qu'ils ont envie d'être formés et qu'on leur donne des créneaux pour ça et que l'animateur aussi. Et ça, c'est un premier élément qui est vraiment clé. Le deuxième élément, c'est qu'on peut gamifier pas juste l'expérience finale pour le participant, on peut aussi gamifier le parcours de l'animateur. Donc nous, dans les déploiements, bah, par exemple, chez Bouygues, on leur a dit, on vous lance un défi. Si vous faites tant d'ateliers avant telle date, bah, on vous offre une conférence de mon associé François, qui, entre 2 ateliers pour des cabinets ministériels, va vous faire une conférence privée pour vous. Et ben, les gens, croyez-moi qu'ils animent, ils sont au taquet, ils sont à fond. Et on dit, bah, on a tenu notre engagement, bah, OK, on va faire la conférence à l'Académie du climat. Et ils sont au taquet parce que justement, ça leur permet de continuer à apprendre. Donc, il y a beaucoup de choses comme ça qu'on peut mettre en place qui sont pas très compliquées si on est bien conseillé au départ et qui permettent de. Ensuite, les gens, ils roulent, quoi. Ils roulent, ils s'épanouissent et ils vivent ensemble. Trop bien. Il y aura une question, tu regarderas dans le chat, Pierre-Alix, je te laisserai y répondre sur Céline qui demande comment convaincre les entreprises de dire oui à 2 tonnes. Je te laisserai y répondre du coup directement auprès d'elle. Ça marche. Moi, j'ai une petite question qui m'est venue, mais en vous écoutant, animation de la communauté, mais vraiment, on parle là beaucoup des intelligences artificielles, ChatGPT, etc. La grosse lubie du moment là-dessus. Vous pensez que ça peut être une aide à la formation, à l'animation de communauté? Ça reste un épiphénomène et finalement, ça va être un peu comme les NFT, ça va faire un pétard mouillé, ça va pas vraiment être un support supplémentaire sur lequel se baser. Je n'ai pas encore pu faire l'expérience de ChatGPT, moi, GPT de mon côté. De ce que je perçois aujourd'hui, ça peut peut-être aider pour construire du contenu, si on a besoin de construire du contenu rapidement. Donc, c'est peut-être une question de productivité et d'efficacité. En revanche, pour des questions d'animation, de formation, de transmission, je pense qu'on est vraiment dans un domaine de soft skills qui me semble difficilement automatisable, pour des raisons que Pierre-Alix mentionnait très justement, à savoir que le formateur doit pouvoir s'adapter à chaque participant. Et je pense, évidemment, l'intelligence artificielle a des capacités qui sont décuplées par rapport à l'être humain. De manière mathématique. Néanmoins, là, j'ai l'impression qu'on est vraiment sur un sujet qui nécessite quand même d'avoir une sensibilité, de l'empathie et qui, j'espère, enfin peut-être plus tard, mais en tout cas pour le moment, me semble quand même aux limites de ce que peut faire l'intelligence artificielle. Qu'est-ce que tu en penses, Pierre-Alix, toi? Je suis d'accord avec toi. En fait, je pense que sur la pédagogie, il y a une clé pour moi, c'est qu'il faut toujours partir des objectifs pédagogiques. Et il ne faut jamais confondre la fin et les moyens. Et des fois, en tant que pédagogue, on a une tentation, c'est qu'on a envie de faire joujou. On a envie d'utiliser des gadgets. Et moi, comme on adapte les ateliers, nous, à chaque entreprise, quand même, parce qu'il faut que ce soit pertinent, chaque fois, je vais animer chez Guerlain, j'ai envie de leur dire ça, 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 ça. Puis après, je me dis, oui, mais est-ce que c'est pertinent pédagogiquement? Est-ce que c'est ça sur lequel il faut qu'ils se questionnent? Et donc, en fait, ça fait le tri, en fait. Hein. Très naturellement, ça fait le tri. Ça veut dire que tout est possible, mais tout n'est pas souhaitable et tout n'est pas profitable. Et à ce titre-là, moi, il y a plein de gens qui me disent 2 tonnes, c'est déjà une expérience qui est super immersive, mais il faudrait que ce soit plus avec de la réalité virtuelle. Je dis ouais, mais je ne suis pas sûr que ce soit vraiment pertinent pédagogiquement. Et je pense même que ça peut être contre-productif. Donc, il faut utiliser toutes les solutions, mais toujours repartir à la base de avec quoi je veux que les gens ressortent de ça, en termes de connaissances, en termes d'état psychologique, en termes de volonté de prise d'action après. Et c'est ça, en fait, qui doit driver tout le reste dans le format. Merci beaucoup, en tout cas Anne-Sophie, Pierre-Alix et toutes les personnes du coup qui nous ont suivis. Merci pour votre temps. On a un peu dépassé, du coup, désolé Anne-Sophie. C'est bon. Mais, merci en tout cas pour votre présence. C'était top. Le replay sera disponible en tout cas sur LinkedIn, donc pour ceux qui n'auraient pas pu le voir. Et voilà. Merci beaucoup en tout cas.
Bah, merci à toi pour l'invitation. Merci Anne-Sophie. C'était un vrai plaisir. Super, super stimulant comme échange. Et merci à tous d'avoir été là. Merci Barthélémy, merci Véralix. Ouais, pareil. C'était vraiment extrêmement intéressant. Trop chouette. Merci. Salut tout le monde. Salut, Au revoir salut. tout le monde.